Alors je viens de la région Champagne, qu'on appelle Grand Est maintenant. Je suis précisément dans une commune qui a changé de nom, qui s'appelait Châlons-sur-Marne et qui maintenant s'appelle Châlons-en-Champagne. J'ai baigné très tôt dans un milieu musical parce que mes parents étaient férus de musique classique. J'ai une maman qui dirigeait une chorale classique. J'ai fait partie de cette chorale. Donc avant de chanter du rock and roll, j'ai chanté du Mozart, du Bach, en tant que soprano et ensuite en tant que basse. J'ai pris des cours de piano aussi depuis l'âge de 5 ans. Voilà, donc milieu France moyenne des années 70. Ensuite je suis parti à Reims, qui est la grosse ville de Champagne, faire mes études. Je faisais une école de commerce. Puis là j'ai vraiment commencé la musique. Beaucoup moins classique. Premier groupe, enfin je pense qu'on en parlera par la suite. Donc voilà, le milieu très très musical, pas du tout rock'n'roll, mais très musical. On peut le résumer comme ça. Voilà. Alors il y a eu deux grands chocs. Il y a eu un choc d'adolescence, c'était AC/DC, avec l'album, je crois que c'était l'album For Those About to Rock. Et ensuite je suis remonté, j'ai découvert que le vrai chanteur, je vais me faire plein d'ennemis, mais le vrai chanteur était décédé quelques années avant. Donc j'étais un fou fêlé d'ACDC, et moi je suis d'une génération qui a connu l'indépendance de l'écoute musicale par rapport à ses parents avec une invention extraordinaire, le Walkman. Donc le Walkman chez moi, c'était la libération parce qu'il était hors des questions d'écouter du rock chez mes parents, qui était vraiment, comme je le disais, vraiment dans le classique. Donc les premières émotions musicales, elles ont été en cassette, avec des choses très diverses et variées. Il y a eu AC/DC, il y a eu Michael Field, Tubular Bells, Supertramp. Il y a eu évidemment les Beatles, les Stones, mais ça a été vraiment avec la cassette que j'ai fait mon éducation musicale. Et le deuxième choc, ça a été en 1985. Je faisais ce qu'on appelle une prépa, école de commerce à Reims, et j'avais un pote à l'époque qui me bassinait avec le boss. Moi je connaissais Bruce Springsteen, j'avais entendu Hungry Heart 3-4 ans auparavant, le matin en train de prendre mes casse-croûtes dans mon chocolat sur RTL. Et puis on était dans la déferlante Born in the USA, il y avait Dancing in the Dark, Born in the USA, bon je trouvais ça sympathique. Et un jour il me fait écouter dans sa chambre d'étudiant à Reims 2 titres de l'album The River, dont une chanson qui s'appelle Out in the Streets. Et là il y a une espèce de révélation. Donc je commence à écouter sérieusement, à acheter des vinyles, enregistrer ça sur cassette pour pouvoir l'écouter sur mon fameux Walkman. Les CD commençaient à arriver, mais je crois que j'avais pas encore de platine. Et en 2-3 mois, je me plonge dans le New Jersey. En plus, j'avais la chance de déjà parler anglais, de comprendre les paroles. Et je prends une baffe monumentale. Le romantisme désespéré de ce mec me touche. Le piano, moi qui venais du piano classique, touche jusqu'au plus profond de mon âme. Je dis souvent que ce qui m'a fait venir vers Springsteen, c'est pas Springsteen lui-même, c'est pas Clarence Clemons le sax, qui était toujours la cerise sur le gâteau, non, c'est le piano de Roy Bittan. Et arrive le 29 juin 85, le fameux des 2 premiers concerts parisiens de cette tournée Born in the USA, qui devait avoir lieu au Stade de Colombes et qui a été déplacé à la Courneuve. Je vais voir ce concert, je ne retrouve pas du tout mon copain de Reims, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de portable, donc je passe le concert tout seul, mais c'est pas grave. Et je ressors KO, debout. Et je ressors en me disant, je veux faire ça. Alors ça veut dire n'importe quoi pour avoir ne serait-ce que 1% du plaisir que ces gars-là ont l'air d'avoir sur scène. Je n'ai pas plus que ça être chanteur, tout ça. Et 10 jours après, je me suis acheté une guitare au départ pour faire partie d'un groupe, quoi, parce que et donc ça a été vraiment mon Big Bang personnel, et après tout a découlé de là.
alors que j'avais quand même vu des groupes en concert, j'avais vu AC/DC, j'avais vu Téléphone, j'avais vu Higelin, j'ai eu pas mal de choses, mais jamais j'avais reçu un choc comme ça. Alors j'ai commencé le piano à 5 ans, 5 ans et demi je crois, c'était au moment où j'entrais au CP. Et la guitare, alors je considérais ça très tardivement à l'époque, je me suis dit c'est foutu, ça marchera jamais, je commence trop tard. J'ai commencé la guitare à 18 ans. Alors je crois que la première chanson que j'ai écrite, c'était quand j'habitais à Londres, donc ça devait être en 89. Je crois que c'est une chanson qui s'appelait No Way Out. À l'époque, j'avais un groupe qui s'appelait One Step Up, avec des Anglais. Et la première chanson s'appelait No Way Out, donc 89-90 à Londres. Ça a changé avec les années. Il y a eu une époque où j'avais toujours des idées que je notais. Je me souviens d'une chanson qui m'était venue sur un télésiège au ski. J'avais le riff de guitare, et d'ailleurs elle est sur l'album que tu connais. C'est une chanson qui s'appelle Losing You, sur l'album de Dust de 99. De plus en plus, j'ai besoin de me mettre dans une bulle créative. C'est-à-dire que je vais penser, je vais vivre songwriting non-stop. Je peux faire d'autres choses en même temps, mais je referme la bulle et je suis dedans. C'est ce que j'ai fait pour l'album The Outsider que j'ai écrit quand j'étais à New York il y a 2 ans. J'avais passé quelques semaines à Brooklyn. Et là, je savais que j'écrivais un album. L'album précédent, ça a été très différent parce que ça a été brick and broc, mais en général et de plus en plus maintenant, il faut que je me mette dans une bulle, dans un espace créatif. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui écrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne crois pas que je sois capable de ça. Le caractère prolixe d'un Prince, d'un Springsteen, d'un Neil Young, ça me laisse toujours très très admiratif. Alors, il y a eu plusieurs expériences. La première expérience musicale de groupe, c'était quand j'étais à Reims, donc j'étais à l'époque en école de commerce. Et j'avais rejoint un groupe il y avait des soirées d'étudiants qui étaient organisées, donc il y avait un public captif. Et le premier groupe que j'avais rejoint s'appelait Le Chant des Baleines. Et on avait fait plusieurs titres pour une soirée, ce qu'ils appelaient donc les soirées cabaret. Et j'avais réussi à leur refourguer un Springsteen, donc c'est la première fois que je chantais sur scène autre que du chant classique devant des gens. Et il y avait une chanson de Téléphone, il y avait une chanson du groupe Mark Seberg qui s'appelait, je crois, Le Chant des Terres. Et il y avait une chanson qui s'appelait Echo Beach. Donc on était en 86, j'avais à peine un an de guitare, quoi. Ensuite, quand je suis parti à Londres, alors non, à Reims, j'ai fini par faire une espèce de putsch et prendre le contrôle du groupe qui est devenu Hearts of Stone. D'ailleurs, j'aurais pu en parler au concert que j'ai fait avant-hier, quand j'ai repris la chanson Hearts of Stone, en hommage au groupe Southside Johnny. C'est là où j'ai rencontré mon plus vieil ami, qui est musicien aussi, la plus vieille amitié que j'ai, donc ça va faire 3 décennies qu'on se connaît, plus 35 ans. Et donc ce groupe est devenu Hearts of Stone. On faisait que des reprises. On a été joué en Allemagne, et c'était très sympa, mais donc dans ce cocon qu'est l'école de commerce. Et ensuite, quand je suis parti à Londres, j'ai vécu 3 ans à Londres, là j'ai refait un groupe qui s'appelait One Step Up. J'ai commencé à écrire quelques chansons, on a fait des reprises, on reprend du Carole King, on reprend
du Gary Moore, enfin j'étais avec des musiciens chevronnés. Ensuite, retour en France en 92. Premier essai de groupe qui s'appelait Total Addiction, qui petit à petit est devenu Dust, que tu connais. Et voilà, et puis après il y a eu un gros creux entre le début des années 2000 et 2011. Donc j'ai décidé de me remettre sérieusement à la musique. Les années Dust, ça a été, alors je suis toujours en contact avec celui qui est devenu un ami très cher, qui était le bassiste du groupe. Mon ami Eric, qui était la cheville ouvrière, parce que c'est lui qui se tapait tout le sale boulot d'aller trouver les dates. On a fait avec Dust à peu près 300 concerts. On a écumé tous les pubs de Paris, région parisienne, à l'époque où on pouvait encore faire des concerts facilement. Je garde des souvenirs magnifiques, des moments de rigolade extraordinaires. Des tas d'anecdotes, on pourrait écrire un bouquin, mais comme tous les groupes qui ont tourné dans ce genre de petits endroits, c'est là où j'ai appris mon métier, c'est là où j'ai appris à jouer dans n'importe quelle circonstance. Je me souviens, on avait entre autres une résidence à Melun, dans un pub à Melun, un peu sur le système de la Guinness Taverne à Paris. On jouait de 22h à 4h, grosso modo en 4-7. Et là, on a tout eu. On jouait dans une espèce de caveau. Personne, ou une ou deux personnes, bah, tu joues quand même. Et là, deux cas de figure, soit des gens qui n'en ont rien à faire, et là c'est très très compliqué. Soit deux personnes, mais absolument passionnées, et tu joues pour elles, et tu balances 3 fois plus. L'autre extrême, le truc rempli, gens enthousiastes, ça c'est le meilleur des deux mondes, et le pire, truc rempli, et gens qui n'en ont strictement rien à foutre. Des erreurs de casting aussi, je me souviens d'un concert dans un bowling, je crois que c'était à Étampes ou à Dourdan, et le gars clairement n'avait pas du tout écouté ce qu'on faisait. Donc on se retrouve et on sent bien que ça va pas passer, mais on fait le job quand même. Donc quelles que soient les conditions, tu es là pour faire ton job d'artiste. Enfin quand je dis job, c'est pas du tout péjoratif, tu es là pour faire ta passion. Et on n'est jamais à l'abri que quelqu'un qui n'était absolument pas venu pour ça adhère et reste. Donc, moi, le souvenir que je garde de Dust, c'est jouer dans n'importe quelle condition, partout où on voulait de nous, des moments de franche camaraderie avec Eric, et puis on a eu un nombre de batteurs incalculable. Mais franchement, on s'est bien marré, et c'est là où j'ai commencé à écrire des chansons, vraiment apprendre à écrire des chansons, à les interpréter, à faire pas mal de covers, donc vraiment très très grand souvenir. Alors de Jacquard Band, c'est venu, il y a eu une genèse à ça, en 2011, sous l'influence de 3 personnes. Enfin 4 personnes, mes fils qui sont maintenant musiciens professionnels, le premier batteur de Dust que j'avais retrouvé, et ma copine. Je faisais plus de musique, j'avais une activité professionnelle classique, j'allais dire, et ces gens-là me disent mais refais de la musique. Donc j'ai commencé à vouloir refaire un groupe pour faire des reprises. Bon, puis j'ai eu du mal à trouver des musiciens, ça s'est pas super bien passé. Et 3 ans plus tard, à la mi-2014, je me dis bon, je vais commencer à réécrire des chansons, ça serait pas mal. Donc je retrouve un batteur, mon fils Pablo se propose d'être au clavier, et on complète le line-up précisément le 5 mars 2015, où là on trouve un guitariste fabuleux qui vient compléter mon jeu qui est plutôt brut de fonderie, et un guitariste très élégant qui s'appelle Pierre. Et là The Jacquard Band était fondé. Et je commençais à écrire des chansons. Je pense qu'on développera par la suite l'aventure, mais voilà, le Jacquard Band il est né comme ça, avec une envie au départ de refaire de la musique, mais qui a mis du temps à se concrétiser de manière plus sérieuse, surtout de trouver les bons partenaires, parce que plus j'avançais, plus je m'étais dit que j'avais encore des choses à écrire, à dire, et le postulat de base c'était, voilà, c'est un groupe, essayer d'avoir le meilleur des deux mondes.
un groupe autour d'un projet individuel. Le projet individuel, ce sont mes chansons, ma manière de les chanter, ma manière de les jouer, et avec des musiciens, alors je ne vais pas dire au service, mais qui viennent enrichir une vision individuelle. Et j'ai beaucoup de chance dans le Jack Art Band, c'est à la fois des très bons musiciens et des très belles personnalités. Alors c'est un album qui est né de manière un peu bizarre, autant l'album de Dust et puis The Outsider, il y avait une décision prise de faire un album. En fait en 2016, Pablo, mon fils, clavier du groupe, m'annonce son intention de quitter le Jack Art Band pour se concentrer sur le projet qu'il a avec son frère, donc mon deuxième fils qui est batteur. Et je lui dis, écoute, ça serait bien qu'avant que tu partes, on fixe sur bande virtuelle maintenant tes parties de clavier, qu'on fasse des maquettes des quelques titres qu'on a à nous. Et donc on avait un studio à Pantin à l'époque, un studio de répétition qu'on louait au mois. Et donc on a ramené une station de travail, on s'est fait prêter tout un parc de micros. Et c'était au mois de novembre 2016, on avait prévu 2 jours pour faire des pistes rythmiques basse-batterie en live avec ce qu'on appelle, les musiciens connaissent ça, une voix et une guitare témoin. Et on commence à enregistrer 2-3 titres, puis j'écoute au casque. Et je me suis dit, mais ça sonnait, et donc je leur dis à la fin de la première journée, bon, à mon avis, on a de quoi faire un EP. T'es complètement taré, un EP, qui, pourquoi? J'ai dit, écoutez, faites pas confiance, puis demain on réenregistre des choses. On a laissé tous les titres, puis je leur dis, bon, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mais on les a pas assez répétés. On y va quand même, puis on va faire un album. On est un grand malade. Avec quoi, comment? Et en fait, après, il y a eu un enchaînement d'événements, des rencontres de personnes, mais l'album, il est né un peu par hasard. Et alors, le concept de Candy Rose, je m'étais aperçu que j'écrivais beaucoup sur des personnages féminins, en me mettant moi-même dans la peau de personnages féminins. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal, alors, en réadaptant un petit peu les paroles, de dresser un peu la vie d'un personnage fictif, que j'ai appelé Candy Rose, de son plus jeune âge jusqu'à sa mort, et avec une chanson épilogue. Et c'est devenu un album concept, The Life and Times of Candy Rose. Alors j'ai la chance, moi, d'avoir des fils qui sont à la fois des êtres humains extraordinaires et qui se révèlent être de très très talentueux musiciens. Pablo, mon fils aîné, quand mes parents étaient encore de ce monde, à l'âge de 2 ans, ils avaient un piano à queue et ils jouaient des choses mais qui avaient déjà une cohérence rythmique et même harmonique. Et pendant quelques années, j'ai habité une grande maison à l'extérieur de Paris où il y avait la fameuse pièce à musique. Et Pablo utilisait beaucoup de piano à l'oreille, commençait à prendre des cours de guitare, s'est révélé être un merveilleux guitariste. Et Lucas, à l'époque, a commencé la batterie aussi. Et je les voyais progresser à vitesse grand V. Et quand il s'est agi de trouver un clavier pour le Jack Art Band, ce qui pour moi était quelque chose de non négociable, parce que toutes mes références, toutes mes grandes influences américaines ont des claviers. Springsteen en tête, Tom Petty, Jackson Browne, Ming DeVille, il y a du clavier. Et quand je dis clavier, c'est pas que de l'orgue, c'est surtout du piano. Donc, et il me dit, mais papa, moi je veux faire partie du groupe. Et je dis, tu sais, ok, mais c'est contraignant, ça. Je veux faire partie du groupe. Et il a été la signature, quand on écoute l'album The Life and Times of Candy Rose, ce qui frappe en premier, c'est le piano. Donc il a été la signature, il a fait partie de la signature sonore, la signature musicale du Jack Art Band. Et ça a été, alors ça n'a pas été toujours facile, pour être très honnête, parce que c'est pas facile de laisser les liens familiaux
à la porte du studio de répétition, ou à la porte de la salle de concert, mais ça nous arrive de rejoindre ensemble. Il est venu d'ailleurs faire avec son frère un concert que je faisais en solo il y a 2 mois, et c'était vraiment formidable. Mais c'est quelque chose de jouer avec un de ses enfants et parfois les deux sur scène. On se rend compte qu'on a transmis quelque chose qui moi-même a été transmis de ma mère et de mon père. Donc c'est une expérience énorme. Oui. Oui, bien sûr, parce que la manière d'envisager les chansons pour cet album, je savais que j'écris toujours à l'ancienne, c'est-à-dire soit avec un piano, soit avec une guitare sèche et la voix. Et j'estime toujours, je suis très old school, que si une chanson sonne avec uniquement un instrument et une voix, on pourra mettre plein de choses autour. L'inverse n'est pas toujours vrai. Donc, à la différence, c'est que là, quand j'ai commencé à écrire ces chansons, je savais que j'approchais de leur version finale. Et j'avais je me souviens de la manière dont j'ai écrit, j'avais quelques textes déjà, mais la plupart des chansons, je faisais des allers-retours entre le cahier, le piano ou la guitare, alors avec des bribes de paroles, mais au moins pour construire une mélodie. Et j'avais une obsession, et que j'ai toujours, et que j'ai sur scène aussi. Moi je venais d'un groupe très chargé. Pour ceux qui veulent regarder ça sur YouTube, il y a la vidéo du concert complet, ce qu'on appelait la release party de l'album de Life and Times of Candy Rose. À la fin, on était 7 sur scène. Donc je venais d'un groupe qui pouvait potentiellement être 7 sur scène à un truc tout seul, avec quelques ajouts pour l'enregistrement, mais vraiment, vraiment minimes. Et mon obsession, c'était pourvu que les gens s'emmerdent pas, quoi. Pourvu que ça soit pas ennuyeux à écouter, trop aride. Donc voilà, ça a été la manière de composer cet album, elle a été vraiment différente, et je pense que ça sera unique parce que je vais me rediriger vers des choses plus électriques, mais là j'écrivais des chansons qui allaient devenir à peu près allaient rester dans leur forme primaire, ce qui n'est pas le cas normalement quand on écrit une chanson, on a une maquette et puis après on se dit tiens voilà, il y aura un break de batterie, on va faire intervenir des guitares électriques ici et tout ça. Là, c'est pas du tout ça, quoi. Dans l'ordre, alors j'ai la chance de travailler depuis, à l'époque de DOS, il n'y avait pas de clip, donc il y a eu des captations live, mais des clips, il y en a eu 4 que j'ai réalisés, enfin pas que j'ai réalisé, mais j'ai travaillé avec un garçon extrêmement talentueux qui s'appelle Alexis Dacosta, qui est un jeune réalisateur, illustrateur, acteur, beaucoup de talent. Et j'allais dire que plus on avance, plus ça va en s'améliorant. On a commencé avec, pour The Life and Times of Candy Rose, on avait sorti un single, qui était la première chanson, When the Sun Goes Down, et j'avais fait travailler une partie de ma famille. Toute la famille est dans c'est des cousins, toute la famille est dans le clip, et il y a la petite fille qui jouait Candy, qui a maintenant 4 ans de plus, donc elle doit avoir 13-14 ans. Et puis on avait quasiment pas de budget, et Alexis était très inventif en termes d'effets spéciaux, de scénario et tout ça. Et quand j'ai voulu lancer le projet The Outsider, je lui ai demandé s'il accepterait de gérer toute la partie image, et quand je dis toute, y compris j'ai fait un crowdfunding pour cet album, y compris le teaser, y compris la pochette. D'ailleurs, je vais me permettre de la montrer. On a travaillé aussi avec un photographe alsacien qui s'appelle Jean-Pierre Schmitt. Et j'avais dit à Alexis, écoute, moi j'aimerais que tu fasses la pochette de cet album. Il m'a dit,
dit écoute oui, et il me connaît bien, je lui avais donné quelques guidelines sobres, élégants, et puis bien évidemment je lui ai dit que on va sortir un premier clip. Le premier clip c'était Chin Up Sally, qu'on a enregistré dans un petit théâtre où je me produis maintenant régulièrement, le théâtre Truffaut, en noir et blanc. Il a fait quelque chose de vraiment, vraiment très très beau. Et ma deuxième clip, Sunday Morning New Jersey, une chanson que j'ai écrite dans le New Jersey, qui est un hommage à la fois sur une nappe de restaurant, qui est à la fois un hommage en filigrane à Springsteen et au New Jersey profond. Il n'y aurait pas eu le Covid, on aurait été tourné là-bas, et là il a fallu se débrouiller. Donc on a pris des images d'archives, on a tourné aussi au théâtre Truffaut, il a fait quelque chose de très élégant. Et le clip dont je suis le plus fier, c'est le dernier, c'est la chanson titre de l'album. The Outsider, qu'on a tourné dans une grande maison dans ma famille du côté d'Épernay, en Champagne, où il a fait un boulot absolument magnifique sur le travail de l'image. Il y a du noir et blanc avec une touche de couleur à la fin. Et donc j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré Alexis. Et c'est lui qui m'a aidé à façonner l'image que je veux transmettre dans mon travail. Donc voilà, c'est le top 4, c'est pas compliqué, on part du plus ancien pour arriver au premier. C'est un pis-aller. Je voulais pas en faire au départ. Puis j'ai fini par me rendre à l'évidence, tout le monde en faisait. Et puis c'est devenu un exercice rituel, j'en ai fait beaucoup sur Instagram tous les jours. J'en ai fait un par semaine, il y avait un rendez-vous le dimanche soir, je faisais un live stream, piano, guitare, avec mes propres chansons, des reprises que j'essayais. Et puis il y avait un rendez-vous, les gens revenaient, c'est comme ça que je me suis fait pas mal connaître, de gens qui n'avaient jamais entendu parler de moi par connexion. Et ça m'a permis aussi de façonner ce qui devient maintenant le spectacle que je fais sur scène, qui s'appelle Stories of America, où j'ai mes propres chansons, des chansons de Dust, du Jack Arden, que je réinterprète en solo, en acoustique. Et puis je picore dans le vaste choix des chansons, mes influences au niveau des songwriters américains, Dylan, Springsteen, Petty, Young, Neil Young. Donc ça a quand même préfiguré ce que je fais maintenant. Il y a une énorme frustration quand on fait des live streams. Il y en a deux. Il y a le décalage entre les commentaires des gens et l'image qu'ils voient. Il y a à peu près 30 secondes à 1 minute de décalage, donc il n'y a pas d'interaction. Ou alors avec beaucoup de décalage. Je crois que c'est une mesure de sécurité qu'a mis Facebook. Et puis l'autre frustration énorme, c'est quand vous faites le dernier accord d'une chanson, il y a un grand silence. Il n'y a aucune réaction. Donc ça, c'est pas facile à s'y habituer, mais ça m'a vraiment éclaté et ça m'a beaucoup aidé à façonner ce que je fais maintenant sur scène. Alors c'est devenu effectivement très compliqué. J'ai eu un très bon attaché de presse, en l'occurrence Pat Kebra, pour la promotion de The Outsider. J'ai eu beaucoup de passages radio, j'ai eu de très beaux articles, entre autres dans Rolling Stone, de rock critique très connu et très pointu comme Gérard Bar-David. Pour les concerts, ça a été compliqué. Plein de choses annulées. Les premiers concerts que j'ai fait au théâtre Truffaut, ils ont été reportés 4 fois. Mais j'ai quand même joué, j'ai quand même fait quelques dates en province. La chance que j'ai, c'est que je suis tout seul, donc c'est beaucoup plus facile à décaler. Voilà. Mais c'est compliqué. Mais je m'estime chanceux d'avoir pu jouer entre guillemets autant par rapport à beaucoup d'autres musiciens. Mais c'est pas facile et puis on n'est pas sorti. Alors, malheureusement, j'ai pas trop le temps d'aller découvrir des nouveaux groupes, donc je me fie aux recommandations de mes amis. Alors, effectivement, avec cet album, quand j'ai pris la décision d'enregistrer The Outsider, je me suis mis avant d'écrire, je n'ai écouté que ce qu'on appelle des singers, songwriters. J'ai écouté beaucoup Carole King, j'ai réécouté beaucoup Jackson Browne. Qui sont des gens qui me marquent profondément.
Il y a un chef-d'œuvre d'album chez Carole King, c'est son premier album, Tapestry. Il n'y a rien à acheter, tout est bon. James Taylor aussi. Donc mes goûts sont plutôt allés vers ces grands artistes qui ne sont pas nouveaux. Dans les nouveautés, sur les dernières années, alors ça ne se ressent pas du tout dans ma musique, mes fils m'ont fait découvrir le groupe anglais Arctic Monkeys. J'ai mis du temps à m'habituer à la voix d'Alex Turner et aux guitares. Moi, je suis d'une école où les guitares, il faut qu'elles aient ce qu'on appelle un minimum de drive, de grain. Les guitares sont plutôt plates chez Arctic Monkeys, mais au niveau songwriting, c'est fabuleux. Je dois écouter un album qu'on m'a recommandé, qui est l'album qu'a enregistré Bruno Mars, avec un autre artiste américain, il paraît que c'est magnifique. On m'a fait découvrir aussi très récemment un artiste qui est anglais, qui est basé à New York, qui s'appelle Adam Masterson, qui sort un album et qui a sorti un single avant l'album. J'ai pas encore écouté l'album, le single s'appelle Bring Back the Freaks, absolument magnifique. Dans des artistes récents des 15-20 dernières années, il y a Jessie Malin que j'adore, j'ai aussi quelques références, il y a Elliot Murphy qui est vraiment un de mes artistes préférés. Si je dois garder une chanson, alors ça ne va pas être original, mais s'il y en a une que je garde, Born to Run, qui est pour moi la chanson c'est même pas la plus emblématique, c'est la déflagration sonore à chaque fois que j'écoute ce titre, donc de Springsteen. C'est la seule chanson de son catalogue où j'estime que la version studio n'a jamais été approchée par les versions live. Il faut dire qu'il avait passé, je crois, 1 an à mixer le titre. Il avait même été voir Phil Spector parce qu'il voulait recréer le Wall of Sound, technique d'enregistrement de Spector, et c'est juste extraordinaire. Donc voilà, si j'ai une chanson à garder, c'est Born to Run. Un album. Oui. Attention. Le Requiem de Mozart. Eh oui, eh oui. La version de Karl Böhm. Voilà. Parce que alors quand j'ai vu qu'il allait être assez compliqué de tourner avec le Covid, j'avais eu un coup de cœur pour ce théâtre, tout petit théâtre, c'est un théâtre de poche, il y a une grosse vingtaine de places, qui est dans le 17e, au Batignolles. Et je m'étais dit que ça doit vraiment être sympa de faire des choses là-bas, des spectacles. Déjà, les gens sont très bien assis, il y a des vrais fauteuils, style cinéma, et il y a une vraie scène avec des éclairages, et je m'étais dit, mais c'est idéal pour faire des concerts en solo. Il y a un beau piano Yamaha, un piano droit. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une résidence mensuelle quelque part, où déjà on s'est approprié les lieux, on se sent à la maison, et on peut essayer des choses. Et donc au départ, il y a 2 concerts qui devaient avoir lieu en septembre, en octobre 2020, qui ont été décalés 4 fois, et le premier concert là-bas a eu lieu le 24 septembre dernier. Et c'était une expérience assez forte, intéressante aussi, émotionnelle. Et je me suis aperçu que pour le deuxième concert, les gens qui étaient venus, la plupart revenaient. Donc je me suis dit, donc, je vais changer les setlists, aller puiser dans mon propre catalogue de chansons, réadapter les chansons électriques en acoustique, et puis surtout me faire plaisir, et j'espère faire plaisir aux gens qui viennent, avec des reprises un peu nouvelles. Donc j'essaye de changer au moins 20% de ma setlist à chaque fois. Donc il y a une gageure, il y a un challenge. Moi, ça me maintient en alerte, ça me fait travailler. Et c'est un vrai plaisir parce que les gens ont fait un rendez-vous maintenant, donc il y a des nouveaux qui reviennent, il y a des gens qui reviennent systématiquement à chaque fois. Donc c'est un laboratoire pour moi, c'est mon rendez-vous parisien, maintenant acté, en général la deuxième quinzaine de chaque mois. Donc c'est devenu très très important les rendez-vous du théâtre Truffaut, et en plus l'hôte des lieux est un gars charmant qui s'appelle Pascal, qui est artiste lui-même, donc tout ça concourt à faire du Truffaut un rendez-vous au moins pour la prochaine année
je continuerai à faire des choses. Alors, il y aura un rendez-vous parisien régulier, mensuel. J'ai réalisé en fait que la plupart de mes influences au niveau du songwriting, que ce soit vraiment les paroles ou la musique, elles ne sont pas tant musicales que ça, mais elles sont beaucoup cinématographiques. Sur l'album The Outsider, il y a au moins 3 chansons qui sont vraiment directement inspirées de films. La même chose sur Candy Rose. Et en fait, j'ai écrit une chanson qui s'appelle The Craftsman, donc, en français dans le texte, l'artisan, où je raconte qu'un espèce de manifeste sur ce que j'estime être mon métier. Mon métier, moi, c'est de raconter des histoires, d'en faire des chansons, et que ça fasse plaisir aux gens qui les écoutent. Et donc, comme je parle beaucoup, j'essaie toujours donner le contexte un peu des chansons que j'interprète, que ce soit les miennes ou celles des autres sur scène. Je me suis vite aperçu que j'avais beaucoup de références cinématographiques. J'ai une forme de... Mes neurones sont imbriqués de telle manière que quand on parle de quoi que ce soit, de choses insignifiantes ou d'autres, j'ai tout de suite des images en tête. Et donc c'est vrai que je m'efforce toujours de raconter des histoires dans mes chansons, les petits scénarios. Et donc le cinoche, le cinéma a une énorme influence sur moi. Et quand je parle de cinéma, je parle de films vus dans des salles de cinéma. J'adore les séances du matin. J'ai la chance d'habiter Paris, donc on peut aller au cinéma par exemple au Hall à partir de 9h le matin. Et comme je suis un peu maniaque, je suis désolé pour les gens qui nous regardent, qui mangent du popcorn pendant le cinéma, je sais que ça fait partie du mythe cinéma. Moi j'aime bien être dans le silence complet. Et l'avantage des séances du matin, c'est qu'il n'y a que des cinéphiles. J'adore les salles du quartier latin ou les vieux films. Donc alors parmi les réalisateurs qui m'influencent, alors pêle-mêle, Wim Wenders, Sergio Leone, plus récemment Wes Anderson, Martin Scorsese, beaucoup de réalisateurs américains, Brian De Palma, qui ont du sang, beaucoup ont du sang italien, chez les Français, Melville, plus récents, des gens qui racontent des histoires. J'aime beaucoup le cinéma de François Ozon. Je suis un des grands défenseurs de Claude Lelouch, qui est en général conspué par la bien-pensance artistico-bobo parisienne. Moi j'aime bien Claude Lelouch. Oui, il a fait des trucs qui ne sont pas terribles, mais je trouve que c'est un formidable raconteur d'histoire. J'aime bien les cinéastes italiens, Rossellini, Visconti, évidemment. Donc je me nourris des images de tous ces gens-là, Almodovar côté espagnol, Bergman dans les pays scandinaves, et parler de disques qui m'ont marqué. Je crois que si je dois garder un film, c'est Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone. Rien que d'en parler, j'ai les poils. Il y a tout. Donc oui, vraiment, le cinoche, c'est quelque chose qui marque beaucoup. Et là, récemment, je suis ébahi de la qualité des films que j'ai vus au cinéma. Alors, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu un goulot d'étranglement avec le Covid, mais j'ai vu la semaine dernière la version de Spielberg de West Side Story. Je ne suis pas très comédie musicale, j'ai pris une énorme claque, et sur le fond et sur la forme, il a transformé la première version en une version beaucoup plus sociale, raciale. Donc on a tous les problèmes de l'Amérique mis en exergue. Donc oui, vive le cinéma. Tous ces films, il y a un film qui m'a énormément marqué, et sur l'album The Outsider, il y a une chanson qui est directement inspirée du personnage de Robert Mitchum. La chanson c'est The Man on the Train, et le film c'est La Nuit du Chasseur. Un personnage énigmatique, qui n'est pas qu'un méchant, c'est beaucoup plus ambivalent. Donc voilà, c'est le cinéma.
Alors 2022, continuer et amplifier les concerts en province et si possible les festivals l'année prochaine avec Stories of America, donc des concerts solo où les gens ne s'ennuient pas. Et puis un projet d'album très ambitieux, un retour à des choses plus électriques avec d'autres musiciens. Je ne pense pas que je referai un groupe comme le Jack Hart Band, vraiment sous l'appellation groupe, mais réenregistrer un album si possible des deux côtés de l'Atlantique, en France avec des musiciens français, aux États-Unis avec des musiciens américains, parce que mes racines, mon ADN musical est de l'autre côté de l'Atlantique, avec un concept qui est à peu près défini, que je ne révélerai pas pour l'instant, mais le concept est là, j'ai commencé à écrire, donc 2022 c'est une année de live et une année d'enregistrement, et si tout se passe bien, de sortie d'album fin 2022 ou plus tard 2023, début 2023. Un disque, parce que j'ai dit tout à l'heure, le Requiem de Mozart, un livre, Le nom de la rose, d'Umberto Eco. Je ne suis pas un grand lecteur de grande littérature, mais ce livre est d'une beauté. J'avais vu évidemment le film avec Sean Connery, et je crois que c'était je crois que c'était Christian Bale qui interprétait le jeune novice. Et le bouquin est juste magnifique, magnifique. Un objet. Alors je pourrais dire, évidemment, je vais dire une guitare, mais je vais aussi essayer de trouver autre chose. J'ai une très belle sculpture. Je crois que c'est une sculpture qui vient de Côte d'Ivoire, qu'on m'a offert il y a quelques années. Dans mon ancienne vie professionnelle, c'était une jeune fille qui faisait un contrat en alternance, qui m'avait offert une très belle sculpture ivoirienne d'une femme en train de jouer d'un instrument. Ça, et puis j'ai une tasse fétiche, un mug que j'ai depuis 35 ans, qui m'a suivi partout, qui n'a jamais cassé, je touche du bois, qui est un mug qu'on trouvait dans les stations de service, je crois mobiles à l'époque, avec des clowns. C'est un mug blanc, je te la montrerai un jour, avec des clowns, et dans lequel je bois mon café tous les matins. Voilà. C'est une phrase de Léonard de Vinci. La simplicité et la sophistication suprême. Merci à toi. Merci à toi. Et à bientôt sur une scène. Avec plaisir.